faut dire que ça, c'est à titre didactique. Sinon, vous allez vous rendre compte qu'au cours de la présentation, la plupart des chapitres sont intriqués. Donc, on pourra passer d'un chapitre à l'autre sans transition. Alors, nous allons dire en introduction que l'état de santé d'un être humain est fonction de ses gestes et attitudes, mais également de l'influence de l'environnement dans lequel il évolue. Il peut s'agir des facteurs familiaux, socio-professionnels ou communautaires, et tous ces facteurs conditionnent le métabolisme, c'est-à-dire l'ensemble des réactions de synthèse et de destruction qui se déroulent dans un organisme et qui sont sous le contrôle d'un organe central véritable, qui est un véritable chef d'orchestre et qu'on appelle hypophyse. Dans les conditions normales, il y a une véritable harmonie entre l'hypophyse et les éléments de ce métabolisme, entretenant ainsi un véritable équilibre dynamique, lequel peut être rompu par l'individu lui-même du fait de ce geste, ou alors par l'un des facteurs environnementaux que nous avons cités ci-dessus. Cet équilibre est d'autant plus précaire que l'on atteint ou dépasse les 40 ans. Alors, ceci simplement pour vous montrer qu'en temps normal, l'organisme se comporte comme un transformateur d'énergie. Et vous allez voir à votre extrême gauche que l'on a besoin de l'énergie apportée par le glucose, parce qu'en fait, tout ce que nous consommons finit par se transformer en glucose. On a besoin des liquides, en l'occurrence de l'eau, et des vitamines. Tout ceci va se transformer en gaz carbonique, en déchets qui seront éliminés, en liquide, donc de l'eau, et surtout en énergie nécessaire pour pouvoir réaliser toutes nos activités. Il est important de préciser ici que les apports en aliments pour une alimentation équilibrée doivent respecter les proportions que vous voyez, à savoir 1/5 pour les protéines, 2/5 pour les fruits et légumes et 2/5 pour les glucides. Et donc, la nutrition doit être suffisante en quantité et en qualité, ce qui permet une alimentation équilibrée qui est l'équivalent d'un bien-être. Quand l'alimentation est équilibrée et qu'on a éliminé les facteurs environnementaux, la conséquence est qu'on se sent à un état de bien-être. Nous avons parlé tout à l'heure des proportions des différentes catégories d'aliments, comme vous voyez sur le tableau. Et lorsque l'alimentation n'est pas respectée, ni en quantité, ni en qualité, il y a un déséquilibre qui va se créer. Le déséquilibre peut se faire en manque, c'est-à-dire il y a une carence d'apport, ou alors en excès. Et dans ce cas, quand c'est en excès, on aboutit à une surcharge. Et le sujet est d'abord en surpoids, puis devient obèse. Et quand il est obèse, il y a les types 1, 2 et 3 en fonction du degré d'obésité. Et tout ceci va se manifester par des plaintes plus ou moins importantes qui traduisent en fait la rupture de l'équilibre dynamique dont nous avons parlé tantôt. Il est donc conseillé de manger bien, de manger bio, mais surtout de consommer les produits locaux. Il est important ici de faire quelques précisions. Il y a des produits, certains produits utilisés dans notre alimentation, tels que les cubes. Les gens font tellement de publicité sur le cube,
Et quand vous voyez la composition du cube, vous sentez que c'est un produit qui ne doit pas être utilisé dans notre alimentation. Il y a également les contraceptifs. Parce que vous savez que beaucoup de gens aiment piner, mais lorsqu'on a atteint notre âge, beaucoup de gens veulent appliquer la contraception. Or, les contraceptifs, tout comme les cubes, sont des perturbateurs endocriniens. Ça veut dire que lorsque nous les prenons, nous rompons l'harmonie qui existe entre l'hypophyse et les différents éléments du métabolisme. Et maintenant, il y a un désordre qui se crée et généralement, les gens qui utilisent les contraceptifs vont constater que leur cycle, ils ne maîtrisent plus le cycle. Soit les règles vont disparaître pendant des mois et après, même quand ça revient, ce n'est plus régulier. Et quand nous sommes dans ces situations, ça peut entraîner des grossesses non désirées qui généralement sont des grossesses multiples et ce qu'on voulait éviter, on arrive à la situation contraire. Nous allons également attirer notre attention, pour nous qui avons dépassé les 40 ans, sur l'excès d'utilisation du sel et du sucre. Nous notons également, pour certaines personnes qui sont laissées emporter et qui sont devenues obèses, lorsqu'on vous donne des conseils qu'il faut prendre les thés amaigrissants, faites attention, parce que c'est également des situations qui vous amènent à uriner beaucoup d'eau, à perdre beaucoup d'eau, et qui sont responsables de déséquilibres, de déshydratation, voire d'insuffisance rénale, qui peuvent être aiguës ou chroniques. Nous allons insister sur la consommation de l'eau. L'eau qui représente en moyenne 70%. Docteur, Oui, un instant, je veux m'assurer que tout le monde t'écoute parce que je vois des gens qui se plaignent. Hermine, tu m'écoutes? Si tu m'écoutes, tu écris un message. Et il y a aussi Ariane qui dit qu'elle n'entend rien. elle n'entend rien. Bon, est-ce qu'elle a mis son micro en marche? Donc, j'ai désactivé les micros pour les besoins de... Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit. D'accord, il faut qu'elle nous dise si elles sont en phase. Mais Hermine, tu peux activer ton micro, tu peux parler. Est-ce que tu nous écoutes? Ariane, tu peux activer ton micro et qu'on s'assure que... Sinon, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter encore. Allô, Doc, on t'écoute 5 sur 5. Et Ariane, est-ce que tu écoutes? Si tu n'écoutes pas, je te suggère déconnecte-toi et tu te reconnectes et tu t'assures que tu as augmenté le volume sur ton téléphone. À tout à l'heure. Docteur, tu peux continuer. D'accord. J'étais en train de parler de l'eau. De l'eau qui représente environ 70% de notre poids corporel. Et les besoins minimum en eau par jour, c'est de 1,5 à 2 litres. Il faut préciser que ces besoins peuvent être augmentés en fonction de l'activité exercée. Donc, ceux qui font l'activité physique ont besoin de plus que cela. Est-ce qu'on me suit maintenant, là? Oui, je pense qu'on te suit. Elle dit que c'est bon. D'accord, si c'est bon, on continue. Alors, nous abordons l'activité physique. Il est vrai que Baudelaire va nous parler des bienfaits de l'activité physique, mais ici, nous voulons simplement insister sur ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Il s'agit des affections qui concernent les éléments constitutifs d'une articulation.
Nous insistons ici sur la manutention manuelle qui est l'acte de porter et de soutenir une charge grâce à la force physique. La manutention manuelle répond à des principes. Pendant qu'on fait la manutention manuelle, la colonne vertébrale doit rester verticale. Et il faut que le sujet s'approche le plus près possible de l'objet à soulever. La législation prévoit un maximum de 25 kg pour les hommes de notre âge et de 12 kg pour les femmes. J'attire donc l'attention des uns et des autres qui ont tendance souvent à porter des charges au-delà de 50 kg pour leur dire qu'ils mettent leur colonne vertébrale en danger. Il existe des postures permettant de prévenir ces troubles musculo-squelettiques. On aura sûrement l'occasion de faire la séance pratique par rapport à ces postures-là. Alors, nous abordons le sommeil réparateur. J'insiste sur le terme réparateur parce que le sommeil est un besoin humain fondamental au même titre qu'un régime alimentaire équilibré ou une pratique régulière d'une activité physique. Ce sommeil réparateur est supposé restaurer les fonctions cérébrales et le métabolisme. Sa privation est source d'irritabilité et de baisse de rendement. Quand je parle de rendement, c'est à tous les niveaux. Alors, la qualité du sommeil réparateur. Un sommeil est dit réparateur lorsqu'il respecte l'horloge circadienne. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme est conçu tel que son fonctionnement est tel que c'est la nuit que le sommeil apparaît. Et donc, ceux qui ont les heures de travail dans la nuit, vous comprenez que c'est des gens qui doivent avoir quelques perturbations. Et le sommeil également doit être fait dans un endroit calme. Ceux qui habitent en bordure des débits de boissons, des bars et des églises, j'imagine ce qu'ils peuvent subir comme menace. Le sommeil également doit se faire dans un lieu obscur. Obscur, avis à ceux qui dorment dans une chambre où il y a la lumière vive. Et la télé, comme dit ma voisine. Le milieu doit également être sûr et à température adéquate. Il existe des modalités de réveil. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous nous réveillons, il ne faut pas se réveiller d'un trait. Il y a, dès qu'on commence à sentir qu'on se réveille, il faut prendre le temps de rester encore dans le lit pendant quelques minutes. On peut aller jusqu'à 15-20 minutes, ce qu'on appelle la mise en train. Et lorsqu'on est vraiment réveillé, lorsqu'on est passé de la phase de transition entre le sommeil et l'éveil et qu'on arrive à être réveillé, il faut pouvoir descendre du lit de façon douce. On fait descendre d'abord un pied et puis l'autre avant de pouvoir se lever entièrement. Nous abordons ici l'environnement familial et social. Alors, quand on parle de familial, on va aborder l'environnement avec le conjoint et avec les enfants. Avec le conjoint, nous constatons qu'il y a absence de dialogue dans beaucoup de couples. Nous pouvons avoir le métabolisme perturbé simplement parce que nous avons notre conjoint qui va cesser de travailler, donc qui va à la retraite. Nous pouvons également, on constate que dans beaucoup de couples,
nous avons des relations verticales. Alors, c'est rare d'entendre des gens appeler, par exemple, si je prends mon cas, appeler Edith Chou, on va dire soit Edith, soit un nom qui fait penser à une ascendance par rapport à la personne. Nous allons également les séparations ou les divorces. C'est le lieu ici de dire que beaucoup de couples de nos jours vivent dans la même maison, mais c'est comme si c'était forcé. Et vous allez entendre beaucoup de gens dire que, surtout les femmes, je reste à la maison par rapport à mes enfants. Donc, ce n'est plus par rapport au mariage. Il y a également un point important à signaler dans l'environnement des conjoints, c'est l'infidélité. L'infidélité qui va favoriser l'alcoolisme, le tabagisme, les rapports à risque, et tout ceci va être source de violence. Et la violence va se faire non seulement sur le plan familial, mais sur le plan social. Les relations avec les enfants. Il y a par exemple, quand vous avez un enfant qui veut quitter le domicile familial, c'est toujours des moments très difficiles. Ou alors, nous avons des gens, des parents qui ont des enfants qui ne respectent pas la ligne de conduite édictée par les parents. Généralement, on aboutit à un bras de fer. Mais je crois que pour maintenir l'équilibre dynamique, il est important que les parents comprennent que nous ne sommes plus à l'époque où on imposait tout aux enfants. D'où la nécessité d'accompagner nos enfants en vue d'une autonomie de leur côté. Et c'est comme ça que nous allons éviter les bras de fer qui vont rompre cet équilibre. Lorsque nous abordons l'environnement communautaire et professionnel, sur le plan professionnel, nous disions tantôt, il y a le changement des horaires de travail, il peut y avoir le changement d'activité, il y a de plus en plus des problèmes avec les patrons ou les superviseurs et nous ne sans oublier que de plus en plus, dans le milieu professionnel, il y a le harcèlement sexuel. C'est plus fréquent chez les femmes, mais également, il faut dire que les hommes aussi, de plus en plus, sont victimes de harcèlement sexuel. Au niveau de l'environnement communautaire, nous pouvons assister à des changements d'activités sociales, d'activités religieuses ou de loisirs, ainsi de suite. On peut également avoir des situations où il y a des conflits entre bailleurs et locataires. Et c'est lieu ici de dire que beaucoup parmi nous, hier, étaient locataires. Ils avaient sûrement la pression des bailleurs parce qu'ils avaient des impayés. Mais aujourd'hui, ils ont changé de camp. C'est eux qui sont des bailleurs et ils subissent quelquefois ce qu'ils ont fait subir à leurs bailleurs il y a peu de temps. Alors, nous abordons ici le stress. Il peut être économique, il peut être psychologique. Alors, on définit le stress comme la rupture de l'équilibre entre les besoins qui sont les nôtres et la capacité que nous avons à apporter une solution à ces besoins. Lorsque nous voyons la photo de notre gauche, nous constatons que ce monsieur a déjà des factures qu'il ne parvient pas à payer et comme ça ne suffisait pas, il vient de recevoir son avis de licenciement. Vous imaginez que c'est un monsieur qui ne va pas pouvoir dormir. À partir du moment où il ne dort pas, il va avoir, dans le sommeil étant perturbé, ça va être la source de stress, entraîner des plaintes avec, comme corollaire, les maladies cardiovasculaires, voire les AVC, si ce n'est pas
les crises cardiaques. À notre droite, par contre, nous voyons cette secrétaire qui a des piles de dossiers et on voit son patron qui vient lui donner un dossier en plus. Et vous voyez bien qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir gérer tous ces dossiers. Ça va créer le stress, ça va perturber l'équilibre dynamique et c'est la porte ouverte au diabète, à l'hypertension artérielle et à beaucoup d'autres plaintes. Alors, au terme de notre exposé, il est important de retenir que l'équilibre dynamique qui nous maintient en bonne santé reste toutefois précaire de par nos gestes et attitudes, mais également de par l'environnement dans lequel nous vivons. Il nous appartient de mettre tout en œuvre pour que cet équilibre soit maintenu le plus longtemps possible et représente ainsi un gage d'un état de bien-être pour une bonne période. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Foucault, pour ce brillant exposé. Alors, nous allons rentrer dans la deuxième phase de nos échanges, la phase des questions et éventuellement la phase d'échange d'expérience. Et à ce moment, la question est, la parole est à qui voudrait bien la prendre. Vous avez l'autorisation d'activer vos micros. Pour celui qui veut prendre la parole. Il y a une main en dessous, vous cliquez dessus et on vous donne la parole. Dans le temps que les uns et les autres s'ajustent, docteur, dans ta présentation, tu as parlé, quand tu parlais du sommeil, tu as évoqué l'horloge circadienne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, je crois que j'ai expliqué. En fait, l'homme est conçu de façon à ce que, en journée, on fait des activités. Et la nuit est faite pour dormir. Voilà comment est-ce que l'organisme est constitué dans son fonctionnement normal. Alors, lorsque vous êtes obligé de travailler plus tôt dans la nuit, vous entraînez une perturbation dans cette horloge-là. Et si vous arrivez de travailler pendant quelques jours d'affilée, vous allez vous rendre compte que même quand le travail est fini et que vous voulez reprendre votre rythme normal, il vous fait un temps d'adaptation. Parce que l'organisme était déjà déconnecté, il faut le remettre à jour. Donc, c'est ça que j'appelle horloge circadienne. Ok, merci. La parole est à qui veut bien la prendre. Vous avez aussi le champ des textes. Vous pouvez écrire votre question, hein, au cas où vous ne voulez pas le dire directement. Alors, en attendant que les uns et les autres posent leurs questions, Dr. G, encore une. Tu nous as présenté des conditions de stress qui est soit liées à l'environnement. Nous avons vu quelqu'un qui est débordé par des questions de facture et qui reçoit même sa lettre de licenciement. Nous avons vu aussi une secrétaire qui est débordée par le travail. Alors, c'est quoi la bonne attitude à adopter face au stress? Alors, la bonne attitude, ben, il faut dire que il y a des stress qui se gèrent. Le stress, en fait, il y a le bon stress, il y a le mauvais stress. Le stress, tant qu'il est de courte durée, est considéré comme bon stress. Mais à partir du moment où il devient permanent, ça pose problème. Mais il faut dire également que dans ces situations, les gens qui subissent le stress n'ont pas beaucoup de possibilités. Ils n'ont pas beaucoup de choix. Parce qu'en fait,
Il y a des gens, effectivement, qui ont beaucoup à faire, mais qui peuvent prendre des décisions. Et dans ce cas, ça dilue un peu le stress. Donc, c'est pour ça que le stress est beaucoup plus grave pour ceux qui sont au bas de l'échelle par rapport à ceux qui sont au haut de l'échelle. Et quand c'est un stress comme celui-là, forcément, il va entraîner un déséquilibre de votre métabolisme. Merci beaucoup, Doc. Je voudrais profiter pour partager ma petite expérience dans ma gestion de stress. Parce que j'imagine chacun de nous a sa façon à lui de vivre son stress. Moi, en général, face à une situation embarrassante, je m'efforce à retrouver le sourire. Et en général, quand j'arrive à avoir le sourire, je suis au-dessus de la situation. Et de façon pratique, très souvent, je vais chercher à créer un équilibre entre le travail, le loisir et toutes les autres exigences de la vie. Je pense que ça m'aide à vraiment équilibrer et à amoindrir l'impact négatif du stress. Comme je dis, je trouve tout prétexte pour rire, pour sourire. Et une des choses aussi que je trouve très importante, c'est d'apprendre à déléguer. Parce que quand on est dans une situation et on ne délègue pas, en général, on est très stressé. Imaginez, vous êtes au boulot, vous avez tout le travail à vous, et vous avez des collègues à côté qui peuvent faire une partie du travail, qui ont la compétence, mais vous gardez tout pour vous. Et à la fin, vous êtes très stressé. Vous êtes à la maison parce que vous avez le souci de bien faire, vous voulez tout faire par vous-même, et les autres sont là, se tournent les pouces, regardent la télé, se baladent, etc. Et à la fin, vous êtes très stressé. Donc, apprendre à déléguer. Apprendre à déléguer. Et dans la délégation, il y a plusieurs techniques. On pourra éventuellement, à une autre occasion, partager les méthodes de délégation. Donc, utilisez vraiment des techniques de relaxation. Hein. Moi, mon taekwondo m'aide beaucoup, mais le sport, la marche, c'est quelque chose qui peut aider aussi beaucoup à se relaxer. Donc, vous l'aurez compris, en faisant beaucoup d'exercices physiques, ça aide à se relaxer et amoindrir les effets négatifs du stress. La gestion du temps. La gestion du temps est aussi un paramètre fondamental dans le stress. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses importantes, il y a des choses urgentes. Et très souvent, ce qui est important finit par être urgent. Donc, si vous ne faites pas ce qui est important à temps, quand ça deviendra urgent, vous serez extrêmement stressé. Donc, voilà un peu, moi, ma façon de gérer un peu le stress. D'autres personnes pourraient aussi partager leur expérience. Alors, Alexis, je te vois. Je crois qu'il y a Gabriel Youbi qui a levé la main depuis là. Ah, d'accord. Gabi, tu as la parole. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Oui, je suis content qu'on aborde ce thème et c'est très enrichissant. Vraiment, je vous sais gré pour tous les enseignements que vous partagez avec nous pour l'expérience de la vie et puis ce qui va avec la gestion du stress, comment bien dormir. Et sur cet aspect-là, Doc a parlé tout à l'heure le sommeil diurne, c'est-à-dire le sommeil de la journée et le sommeil nocturne, qui est celui qui est adapté à l'horloge du corps humain. Sur cette question précisément, je ne sais pas si c'est l'avis des médecins ou l'avis du commun des réseaux sociaux. On dit carrément qu'il faut avoir une certaine marge de temps de sommeil, c'est-à-dire par exemple d'aller se coucher vers 22 heures, de 22 heures à 5 heures. Ça fait 7 heures de temps. Bon, je ne sais pas si
cette marge de temps, cette quantité minimale ou moyenne de temps d'heures de sommeil est recommandée pour les adultes de plus de 40 ans? Bon, je peux te répondre directement. Il est conseillé, le BIT conseille qu'à nos âges, on a droit à entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Entre 7 et 9 heures de sommeil par jour. Chez les plus petits, il en faut plus que ça. Oui, je pense que c'était important de relever ce détail. Ouais. Oui, merci. Voilà. Oui. Tu vois Denis qui soulève la main là. Président Denis. Il a fermé son micro. Allô? Je peux passer avant lui. Oui, vas-y. Vas-y, Bonsoir à tout le monde. Je suis très content de... Bonsoir. Je suis très content de l'exposer de tout. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très content du thème développé par docteur. Je dis grand merci pour cela. Merci à la famille Kuchua. Et je veux juste contribuer à tout ce que le docteur venait de dire. Il y a surtout le facteur psychologique que nous devons développer. Et sur le plan psychologique, nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes d'abord et pardonner aux tiers. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons emmagasinées et qui, à la longue, à force de le ruminer, engendrent le stress permanent, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, nous devons nous libérer de notre passé. Et de temps en temps, nous devons relativiser beaucoup de choses. Parce qu'à force de retaper là, c'est l'hypertension qui est venue, c'est un AVC qui est venu parce qu'on a accumulé certaines choses. À un certain moment, on n'arrive plus à digérer. Et à notre âge aussi, nous devrions aussi, comme il a bien mentionné, faire avec notre environnement. Le fait de rester constamment dans un milieu peut être aussi troublant. Je prends le cas où on a dit tout à l'heure qu'on vit à côté d'une boîte de nuit, on vit à côté d'un bar ou à côté d'une église. Nous devons de plus en plus nous retirer de la société ambiante là. Pourquoi ne pas être régulièrement au village? Pourquoi ne pas de temps en temps être en forêt, être en bordure des mers? Nous allons passer le temps régulièrement dans les grandes villes. Même vendredi soir, un samedi soir, un dimanche soir, aller même du côté de Yupela, respirer la nature. C'est ça même. Pardon? Je dis bien, c'est ça même. Respirons l'oxygène pur qui vient de la mer. Et c'est une très bonne chose pour notre santé. Et enfin, je veux parler de nos relations. À cet âge-ci, nous devons fuir toutes les personnes qui sont négatives. Les personnes qui sont tout là à nous intoxiquer, à nous polluer avec des pensées négatives. Donc voilà ma contribution pour l'exposé de ce soir. Vraiment, grand merci encore, docteur Yumbi. Docteur Pokam, pardon. Merci, Do. Le président Moyo voudrait intervenir. Président Il a Moyo, bloqué son micro est bloqué. Ça va. C'est bon, il est activé. Le micro est bloqué. Nous t'entendons, vas-y, parle. Mais ok, c'est ça, je disais. D'abord, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, président. C'est Bonsoir. un grand plaisir de partager vraiment ces échanges ce soir. Et j'avoue que c'est très, très riche. Et sujet du jour. Vous savez, dans tout cela, chacun ne peut dire que ce qu'il pense au niveau personnel ou bien ce qu'il vit. Mais déjà, de mon point de vue, en plus de ce que Dr. Soutan vient de dire,
Moi, je pense que dans notre cadre de vie, il y a quelque chose de très important que nous devons faire régner. Oui, parce que en fait, quand on parle de la santé, le premier cadre qui nous influence tant au niveau de notre rendement sur le plan de travail que au niveau de nos relations humaines, que ce soit dans notre cadre conjugal ou bien ailleurs, c'est la vie que nous menons dans nos foyers. Donc, nous devons tout faire pour que l'amour règne. Oui, nous devons tout faire pour que l'amour règne. Parce que déjà, quand il y a cet amour dans le cadre conjugal, on sort de la maison étant revigoré. Et c'est de nature à favoriser. Également, les relations que nous entretenons avec les enfants sont très, très importantes. Ce qui fait que dans notre cadre personnel, on doit faire un effort pour limiter autant que possible les conflits. Et quand il y a une situation conflictuelle qui se présente, on doit faire un effort de le résoudre le plus rapidement possible. Ce n'est pas bon quand, par exemple, je prends par exemple un exemple. On peut avoir, par exemple, une situation conflictuelle, même avec notre épouse. La meilleure solution, c'est de gérer ça le plus rapidement possible. Ne pas permettre que cela s'enlise, parce que quand cela s'enlise, cela nous détruit au niveau sanitaire. Donc, ça, c'est un aspect sur lequel moi, je voulais mettre un accent sur ça. À côté de cet aspect-là, également, je vais également aussi mettre un accent sur le sport. Parce que moi, je dis ça en me prenant même déjà pour référence, parce que même par le passé, j'ai eu des soucis de santé. Mais moi, je pense que, bon, en me mettant vraiment au sport, ça a résolu en grande partie les problèmes que j'avais. Et également aussi, quand j'ai eu à étudier ce qui n'allait pas, j'ai constaté que le cadre de travail intervenait également aussi dans mes problèmes de santé. Le cadre de travail intervenait de quelle façon? Mon activité avant était une activité où, je te dis, j'étais assis, je peux dire pratiquement 18 heures par jour. Le travail n'était pas aéré. Dans le travail, je ne faisais pas d'effort physique. Mais du jour au lendemain, quand j'ai eu à changer d'activité et mon activité actuelle où je vais sur le terrain en permanence, également aussi ce problème-là, j'ai constaté que cela a contribué à résoudre en grande partie ces problèmes de santé. Donc, notre travail, la manière dont nous exerçons notre travail, parce qu'il est bien vrai, en ce qui concerne le travail, bon, chacun a déjà un métier et on ne peut pas le faire. Mais ce qui est là, c'est que quand on constate qu'il y a des insuffisances au niveau, par exemple, du cadre professionnel, également, on doit chercher à les combler en cherchant des activités de d'éducation qui doivent venir nous équilibrer davantage pour nous maintenir en bonne santé. Donc voilà un peu grosso modo. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Et effectivement, l'environnement de travail est fondamental à mon avis.
Et la position assise prolongée est dangereuse. On recommande maximum 2 heures, il faut se lever, marcher un peu, faire un tour, trouver des prétextes vraiment de se lever avant de venir se réasseoir. Alors Sylvie a la main levée. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde déjà. Allô, je ne sais pas si on m'entend, Oui. on m'écoute là. On t'écoute, on t'écoute. Parfaitement. Je suis bien. On t'écoute, bonsoir. Ah, bonsoir. Oui. Déjà, merci pour ce brillant exposé parce que là, le docteur a vraiment décortiqué de long en large et vraiment, c'était enrichissant. Bon, on a parlé des gestes qu'il fallait, mais je constate aussi qu'on entre plus, on empiète sur un autre thème qui pouvait être comment gérer les ménages. Si vous avez constaté par rapport aux intervenants tout à l'heure, là, on empiète plus sur un thème qui est comment gérer les ménages. Donc, ici, on demande plus les gestes qu'il faut poser quand on a déjà 40 ans. Oui, parce que comment gérer les ménages, c'est pas à 40 ans qu'on gère les ménages. C'est depuis la conception du ménage, quand on se met à deux, qu'on gère les ménages. Donc, on peut avoir des conséquences, même à 20 ans, comme à 60 ans. On demande ici les gestes qu'il faut. Bon, je dis déjà merci à Joe, qui a vraiment succinctement parlé de ce qu'il fallait un peu faire, surtout concernant le stress. Moi, j'ai dit, il faut éliminer un peu tout ce qui est gênant pour soi. C'est-à-dire que écarter tout ce qui est gênant pour soi et qui ne peut pas il faut écarter tout ce qui est gênant pour soi. Avoir toujours le sourire et chercher ce qui est bénéfique pour toi et pour les autres pour pouvoir supporter certaines situations. Oui. Donc, moi, je sais pas. Allô? Nous t'écoutons, hein, nous t'écoutons. Oui. Donc, je disais d'écarter tout ce qui peut t'empêcher d'évoluer ou bien t'empêcher de bien dormir. Il faut les écarter. Sans toutefois, peut-être, je ne sais pas si ce n'est pas vital. Si ce n'est pas vital, il faut vraiment les écarter du chemin et puis progresser. Apprendre à sourire et ne chercher que le positif dans tout ce qu'on fait. Le positif dans l'autre. Chercher le positif dans l'autre et oublier le négatif. Quand tu cherches le positif dans l'autre, et s'il n'y a pas de positif, vraiment, il faut mettre à l'écart et puis continuer. Ouais, je dis ça. Et puis, généralement, même l'environnement dans le travail parfois joue un rôle fondamental parce que on passe le plus clair de notre temps au travail. Alors, il faut chercher à entretenir les bonnes relations avec les collaborateurs ou bien avec ses collègues. Il faut toujours chercher le bien en ses collègues et faire avec. Se mettre à la place de l'autre. Là, on a moins de stress. Parce que si on a le stress à la maison et on a encore le stress au travail, alors là, bonjour les problèmes. Vraiment, c'est ma petite contribution pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvie. C'est fondamental. Hein? Et comme moi, j'ai dit d'entrée de jeu, moi, mon secret, c'est le sourire. Face à toute situation, quand j'arrive à sourire, je sais que je suis au-dessus. Et des fois, ce n'est pas facile. Des fois, on se rend compte qu'on s'emporte et le sourire n'arrive pas. Et on est sur le coup du stress. Pourtant, quand on sourit, on arrive à relativiser plein de choses. On arrive même à regarder avec beaucoup de discernement. Et c'est un très bon point. Nous passons la plupart de notre temps dans notre milieu professionnel. Il est fondamental d'y entretenir de très bonnes relations. Alors, j'ai vu quelqu'un qui essayait d'activer son micro. Il voulait intervenir? Oui, président.
Allô? Oui, Tétani. Oui, vraiment, bonsoir. Je suis très content de cette séance. Je dois féliciter Dr. Pokam pour sa brillante présentation et tous les autres intervenants qui sont passés avant moi. Merci beaucoup pour tout ça. Bon, ce que je dois dire, c'est beaucoup plus une question d'ailleurs. Il me souvient que le docteur Wojilo de samedi, bon, il avait aussi parlé de bois de l'eau, mais il a eu l'air de beaucoup déconseiller l'eau de forage et il souhaitait que l'eau qu'on prenne de l'eau chaude de référence. Bon, je me dis, dans notre environnement, on sait très bien, hein, je parle en tant que statisticien, même nos études montrent que beaucoup de gens boivent de plus en plus de l'eau de forage. Mais ce qui m'a gêné, c'est qu'il avait l'air de beaucoup déconseiller ça. Je ne sais pas si j'avais mal suivi. Donc, je voulais donc demander, si vous voulez, sur quel pied doit-on danser? Ça, c'est d'un. La deuxième préoccupation, toujours au sujet de l'eau. J'insiste sur l'eau parce que c'est ça qui est un peu plus facile à mettre en œuvre. Et aussi le sport, c'est-à-dire des choses qui finalement ne coûtent pas grand-chose. Vous me voyez venir. Donc, il y a l'eau, bon, l'eau est là, et puis il y a le sport. On peut même simplement marcher. Comme moi d'ailleurs, chaque dimanche matin, quand je suis disponible, je fais au moins 6 km à pied, de simple marche. Bien. Donc, l'eau, c'est-à-dire, il faut boire ça dans quelle fréquence? Est-ce que, d'après ce que Dr. Pokam a dit, j'ai cru comprendre qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Est-ce que c'est la même chose si, en sortant de son lit, on prend 1,5 litre d'eau, ou alors il faut repartir ça à des moments précis de la journée? Voilà, je m'arrête un peu là pour l'instant et merci de me répondre. Oui, merci. Merci, Tétagne. Normalement, l'eau doit se repartir dans la journée. L'idéal, c'est de ne pas les prendre avant les repas. Sinon, on les repartit dans la journée. Tu peux prendre peut-être un verre le matin, tu repartis. Mais il faut que tu prends avant les repas, parce que si tu prends avant les repas, l'eau va lessiver les glandes qui sont supposées aider dans la digestion. Tu comprends ce que je dis? Par exemple, quand tu prends de l'eau, alors que l'estomac est vide, il n'y a que l'acide qui attend la nourriture pour la dégrader. Quand tu avales de l'eau, cette eau-là va lessiver l'acide en question et ça va rendre la digestion difficile. Donc, on conseille de prendre de l'eau dès que tu descends du lit. On conseille de repartir dans la journée. Comme je dis, de prendre en dehors des repas. Voilà. D'accord. Alors, il y avait un deuxième volet de sa question relative au sport. Ouais. Je n'ai pas voulu me lancer dans l'activité physique parce que, comme j'ai dit, Baudelaire va mieux nous entretenir là-dessus la prochaine fois. D'accord. Il doit s'aligner comme les autres. Comment? Hein, Omo? Mais tout de même, je vais insister sur quelque chose. On l'a dit dimanche, pendant qu'on faisait du sport, on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau. Vraiment beaucoup d'eau, il faut boire tout au long de l'activité sportive. Parce qu'il y en a qui disent, je m'en vais faire sport, non, je vais boire à la fin. Non, ce n'est pas recommandé. Vous devez vous hydrater pendant l'activité sportive, tout au long de l'activité sportive. Oui, ce que les gens doivent savoir, c'est que nous perdons de l'eau par plusieurs voies. Pendant qu'on respire, on perd de l'eau. Quand vous mettez devant une glace, que vous expirez, vous voyez qu'il y a... Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait assuré sur la voiture. Voilà, ça c'est de l'eau que vous perdez. On perd de l'eau par la transpiration. On perd de l'eau par les urines. Donc, si vous faites la somme de l'eau perdue, vous n'avez pas moins de 2 litres.
Et donc, il est question, je vous ai dit pendant l'exposé que l'organisme est un simple transformateur. C'est-à-dire que lui, il a des valeurs, des fourchettes, des valeurs dans des fourchettes. Et il faut que ces valeurs-là restent identiques. C'est valable pour l'eau, c'est valable pour les ions et c'est valable pour tous les autres hormones. Donc, la quantité qui entre doit correspondre à la quantité qui sort. Voilà en somme comment est-ce que l'organisme fonctionne. Alors, il y a Rachel qui te demande, docteur, si tu as déjà mangé la patate et le haricot. Et sans pouvoir boire de l'eau. Peut-être comme Alexis qui est en train de manger le maïs grillé là. En tout cas, Alexis nous doit à nous tous le maïs grillé. Là. Il nous doit à nous tous le maïs grillé. Il continue. Je d'accordige. Je d'accordige. Il nous distrait avec son maïs. La patate avec l'avocat. C'est le maïs brûlé au feu, c'est pas grillé. Regarde, nous, on fait avaler la salive. C'est rôti. Je n'ai pas bu de l'eau avant de le manger. Hein. Ah, ok. Et voilà, moi je pense que si j'ai bien compris, docteur Bokam, donc, il disait l'eau que nous buvons un peu avant d'entamer les repas, souvent, c'est pas très favorable. Mais pendant qu'on mange, on peut se sentir étouffé. Hein, et puis, donne-moi pas de maïs. En fait, je dis que il n'est pas bon de boire l'eau avant de commencer à manger. Mais dès qu'on a commencé à manger, puisque l'objectif, c'est que l'acide, du moins que les enzymes puissent faire leur travail. Hein? On sait que les enzymes travaillent à la chaîne. Ça veut dire que si un travail n'est pas fait en amont, ça va compliquer la situation pour les étapes suivantes. D'accord. Merci beaucoup, Doc. Il y a Paul qui a la main levée. Ouais. Oui, j'ai levé la main depuis. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Je sais pas si vous m'entendez. Bonsoir, Paul. Je suis trop loin. Ouais, mais très proche. Très proche aussi. Bonsoir, Paul. Moi, je regrette de n'avoir pas pu être présent à Douala pour participer aussi à. Je suis au Palagauche où se dit. On a fait la réunion dimanche là. Après la réunion, je suis reparti au village. À mon retour, j'ai pris mon vol le samedi même. Je suis reparti le samedi. Le jour où vous démarriez les activités. Moi, j'avais tellement voulu assister aussi peut-être à la conférence sur l'andropause. C'est un sujet très intéressant. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Hier soir aussi, je n'ai pas pu assister à la conférence d'hier soir. J'étais à une autre conférence professionnelle au bureau. Je suis rentré vers 22h. C'est pour ça que je n'ai pas pu être avec vous aussi hier soir. Mais bon, aujourd'hui, j'ai pu quand même prendre le train en marche. Je n'ai pas suivi le début de l'exposé, mais le sujet est un sujet très intéressant. En tout cas, tout ce que notre docteur a brossé était vraiment très intéressant et très enrichissant. Merci pour toutes ces informations. On apprend tous les jours. Et moi, la question moi, je reviendrai plutôt un peu sur le sommeil. Je suis quelqu'un un peu de sommeil très difficile. Dans l'avion, je ne dors jamais en avion, quel que soit mon niveau de fatigue. Et pourtant, je vis tout le temps dedans, mais difficile de dormir à bord d'un avion. Et quand même à la maison, je me couche à n'importe quelle heure. Je ne peux jamais dormir plus de 4 heures. Chacun dit que ça part. Hein. Je ne peux jamais dormir plus de 4 heures. Si je me couche à minuit, à 4 heures, je serai réveillé. Je ne sais pas si c'est une maladie. Donc je pose un peu mon problème. Si notre docteur peut avoir des explications. Et est-ce que 4 heures de sommeil est vraiment suffisant? Parce que j'ai cru entendre dire qu'il faut dormir en moyenne entre 7 à 9 heures. Ça, c'est totalement, ça relève de l'impossible pour moi. Je dors rarement 6 heures. D'accord. Bon. Pour la première question, il faut savoir que
J'ai dit tout à l'heure que le sommeil doit se faire dans un milieu sûr. Tout à fait. Est-ce que quand tu es dans l'avion, c'est un milieu sûr? Pour certains, Peut-être. c'est un peu... Peut-être. Peut-être pas. Imagine que si on te met dans une chambre et que tu sais qu'il y a des lions autour, tu vas faire 5 jours, tu ne pourras pas dormir. Parce que l'adrénaline est un médicament antisomnifère, si tu veux. La peur, quand tu as peur, tu ne peux pas dormir. Donc, il y a des gens, quand ils sont dans l'avion, ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité jusqu'à ce que l'avion atterrisse. Même Moi, comme je suis c'est très ton, confiant, par même comme c'est ton métier. Et que Je suis tu... très confiant quand j'y suis. Mais c'est... Comment expliquer dans cela? Je ne sais pas, c'est... Bon, il faut dire qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude de ne pas pouvoir dormir les 7 heures. Et dans ce cas, vraiment, il y a des spécificités aussi. Mais sinon, c'est conseillé, quand c'est possible, de faire les 7 à 9 heures par jour, par 24 heures. Ok, merci Doc. Il y a Rosine qui voudrait intervenir. Rosine, tu peux activer ton micro. Merci Doc, merci. Alors après Rosine, nous allons prendre la map Marceline qui va intervenir et Edith Pokam. Rosine, est-ce que tu as pu activer ton micro? Edith Pokam va intervenir. Alors, le temps qu'elle gère son micro, peut-être, Marco, tu peux intervenir. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marco. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marco. Bonsoir Marco. C'est vrai que j'ai pris. C'est vrai que j'ai le séminaire en cours, mais bon, le train en marche. C'est vrai que j'ai quand même suivi quelques questions qui n'ont pas eu de réponse, notamment sur l'eau de forage, ce que Tétam a demandé tout à l'heure. Est-ce que l'eau de forage que nous buvons, qu'est-ce qu'il faut faire de l'eau de forage? Nous qui n'avons pas l'eau de la SNEC, du Cameroun à notre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Alexis, s'il te plaît, active ton micro quand tu veux intervenir. Il y a Henri Kenka qui ne fait qu'activer son micro et on suit beaucoup de bruits au fond sonore. Je disais tantôt, oui, vas-y, pas Denis expliquer, est-ce que l'eau qu'on prend est vraiment sain? Est-ce qu'il faut acheter l'eau, les eaux, machin, les eaux, tel que le docteur nous a expliqué samedi là? Voilà, ça met quand même dans l'embarras. C'est ça ma question. Merci. Alors, docteur? Le président Denis, je peux répondre à cette question. Moi, je ne suis pas un expert en qualité d'eau. Oui, c'est ça que j'ai demandé à papa Denis. Ouais. Ouais, c'est la question. Oui. Je pense que Denis est mieux placé pour répondre à cette question parce que c'est son travail. Je peux répondre à cette question. Réponds, président, réponds, on t'écoute. Oui, ok. Bon. Au sujet des eaux de forage. Alexis. Il faut dire que l'eau de forage, la qualité de l'eau de forage, la nature,
Ça dépend de la nature du sol qui contient cette eau-là. Et par expérience, dans dire que les 3/4 des eaux de fourrage sont de mauvaise qualité. En fait, pour dire si une eau de forage est potable, il faut analyser cette eau-là sur le plan physico-chimique et bactériologique. Le plan physico-chimique, on analyse tous les différents minéraux qu'il y a dans l'eau. On détermine le pH parce qu'une eau peut être limpide à première vue, après. Mais le pH de cette eau-là peut, par exemple, être très faible. En ce moment, l'eau est un peu acide. Comme le pH se dit, or, une eau doit avoir un pH qui est neutre. Entre donc autour de 7 et 7,5. Ce qui fait que ce que moi je peux conseiller à ceux qui ont les forages, c'est que il faut une analyse au laboratoire. Oui. Bon, à partir du moment où on a fait cette analyse, on va voir les paramètres qui sont en excès ou bien les paramètres qui sont aux normes. Et on va préciser maintenant comment on peut potabiliser cette eau. Et la potabilisation peut, si l'eau contient par exemple du fer en excès, il faudra défériser cette eau-là. Si le pH de l'eau est faible, on devra neutraliser cette eau pour ramener le pH à 7. Si l'eau a des odeurs, on doit équiper le forage des filtres, et plus précisément des filtres à charbon. Et si l'eau contient des agents pathogènes, on doit équiper le forage des filtres à UV. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il est conseillé, lorsque l'on a réalisé un forage, lorsque l'on veut boire cette eau-là, d'analyser d'abord cette eau pour voir si elle est potable ou non. Et si elle n'est pas potable, maintenant, on doit savoir quel traitement de potabilisation il faut administrer à cette eau-là avant de la boire. Oui. Mais pour les lavages et l'assainissement, on peut bien utiliser l'eau de forage sans problème. Mais quant à la destinée à la consommation humaine, il est important de la traiter après avoir fait le traitement. Donc voilà ce que je peux dire. Papa Denis, s'il te plaît, nous qui prenons des eaux un peu dans le quartier, est-ce qu'il y a un moyen de rendre cette eau potable à notre niveau? Parce que généralement, le forage n'est pas direct. C'est-à-dire, ce n'est pas nous qui avons le forage, mais dans le quartier, il y a quelqu'un qui a le forage et puis il fait une distribution. Bon, comme on ne peut pas aller traiter à son niveau, est-ce qu'à notre niveau, il y a des moyens de rendre cette eau potable? Bon, si bon, et que par exemple vous prenez de l'eau ailleurs, au niveau de votre domicile, si il y a un réseau d'adduction,
hein, au niveau du robinet, de telle manière que l'eau qui arrive au robinet, lorsque vous ouvrez votre robinet, l'eau passe maintenant dans l'équipement de potabilisation qui va la filtrer, et puis avant que vous ne puissiez recueillir une eau qui est potable par la suite. Mais toujours est-il que, comme j'ai dit, il est toujours important, quand vous voulez boire l'eau, même si le forage n'est pas fait par vous-même, ou bien que le forage ne se trouve pas chez vous, l'eau que vous prenez chez votre voisin, vous devez l'analyser d'abord. Vous devez l'analyser d'abord. Merci beaucoup, Président. Pour voir, comme je dis, les paramètres qui sont hors normes. Mais à partir de là, on va voir quel traitement on peut administrer. Oui, merci beaucoup, Président. Je m'excuse Nous sommes à 10 minutes au-delà du temps que nous avons prévu. Je souhaite qu'on donne la parole à Rosine, qu'elle pose sa question. Et puis, après quoi, nous allons pouvoir retourner la parole à Dr. Poka pour les mots de fin. Toujours est-il que c'est bien de savoir, comme on l'a remarqué hier, que nous avons des expertises parmi nous. Et donc, ce thème-ci, c'est simplement pour susciter l'intérêt et nous savons que nous pouvons bien nous rapprocher de nos experts pour des questions beaucoup plus approfondies. Donc, Rosine, si tu actives ton micro, tu peux parler, s'il te plaît. Micro est coupé. Je vois que c'est... Allô? Oui. Oui, c'est l'alter ego de Rosine au téléphone. Je voudrais déjà dire merci. Ça se voit, ça se voit. Je voudrais donc déjà remercier vraiment cette initiative parce que c'est une bonne chose et le débat est intéressant. Mais je voudrais revenir sur le stress. C'est un qui nous a amené dans l'eau. Je vous sors de l'eau pour vous ramener au stress. Pour apporter ma contribution et être sur la même lignée que Simé Joseph et je crois c'est Edith, non, quelqu'un d'autre là, pour dire, et même Serge, qui dit pour lui, il gère son stress avec le sourire. Mais je voulais dire que je vous conseille de lire un ouvrage, La puissance de la pensée positive. Et dans cet ouvrage... Mais le père, tu vois quoi? Rosine va te répondre. Je disais donc que dans la puissance, dans ce livre, vraiment, on vous dit, c'est votre attitude qui détermine votre vie, hein, votre attitude. Et l'auteur nous conseille de rester positif en toutes choses. Il dit que chaque matin, avant de poser ton pied au sol, tu dois choisir entre être gai et triste. Forcément, il faut choisir être gai. Alors, si tu choisis être gai dans la journée, ce n'est pas ton voisin de bureau ou ce n'est pas quelqu'un d'autre dans la rue qui va te rendre gai. Chacun sort chez lui à ses problèmes. Donc, c'est toi qui dois créer un environnement positif autour de toi. Et nos parents disent parfois que chaque jour, disons les sages, disent que chaque jour se lève avec ses problèmes. Et le soleil se couche avec ces problèmes-là. Demain, c'est un autre jour qui se lève avec ses problèmes. D'autres vous disent que les problèmes ne tuent pas l'homme. Ça veut dire que devant les difficultés, vraiment, il faut rester positif. On a pris aujourd'hui le cas de ceux qui peut-être perdent leur emploi, on peut perdre son emploi, mais ce n'est pas la fin du monde. En réalité, si on réfléchit, on peut créer, n'est-ce pas, un autre emploi. Donc, bref, il faut rester positif. Je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Et je veux vous recommander vivement
de lire 2 livres. La puissance de la pensée positive et comment se faire des amis de Dale Carnegie. Vous aurez la réponse au stress. Merci beaucoup, c'est fondamental. La pensée positive est fondamentale. Edith? Oui. Ma mère a quand même déjà malin. Un mot seulement. Un mot seulement. Un instant, permettons à Edith de parler, s'il vous plaît. Elle n'a pas intervenu depuis. Oui, je voudrais intervenir aussi sur la gestion du stress toujours. Hein. Pour continuer avec ce que nous avons tous dit jusqu'à présent, il y a un élément qui est aussi très important, c'est comment on se lève et comment on se couche. On a parlé de l'exercice physique, mais pour tout le monde, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, c'est bien souvent de faire des étirements avant d'aller se coucher et au réveil. C'est généralement des exercices très simples, le genre vous vous baissez pour étirer le dos, vous étirez sur les côtés là, pour étirer un peu, pour redresser la colonne vertébrale. Il y a même la position du fœtus qu'on prend souvent. Donc, il y a des petites positions qu'on peut prendre. Pourquoi? Parce que quand on passe la journée, soit on est assis, soit on est trop actif, il faut donc pouvoir détendre les muscles avant d'aller dormir. Et le matin, il faut faire la même chose. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est souvent 3 minutes, 5 minutes. Et chacun peut donc, à ce moment-là, le matin, chauffer ses muscles. Ça permet aussi de se donner une attitude positive pour la journée et de pouvoir relâcher le soir lorsqu'on part dormir et dormir en paix. Donc, voilà ma contribution pour la gestion du stress aussi. Merci beaucoup, Edith. Joe, on te donne la parole avant de la retourner à Dr. Pokam. Je voulais juste dire qu'il y a aussi un aspect très intéressant sur le plan psychologique. Il faut régulièrement suivre la musique de sa jeunesse. Parce que si elle dit là maintenant, une nuit de carnaval, ça nous fait penser à notre vie au lycée. Iglesias. Ça nous fait oublier beaucoup de choses et on revient encore, on redevient un peu jeune pour quelques instants. Merci. Ok. Je suis d'accord là-dessus. Je crois qu'avec cette note musicale-là, on va retourner la parole à Dr. Pokam pour un mot de conclusion. Dr. Pokam. Ton micro est désactivé, Dr. Pokam. C'est la règle ici. Comme c'est présenté tout à l'heure, là, ce jour. Je vois une main levée, la sèche. Le micro de Dr. Pokam est désactivé. Je vois une main levée. Oui, Alexis. Écoutez, hein, donc, c'est à nous de voir. Hein. On peut prolonger le débat, sachant que nous avons une autre séance demain. Donc, donnons la dernière parole à Alexis et ensuite, on permet à Dr. Pokam de conclure. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Gaïa. Bonsoir. Écoutez tous, j'espère. Tu as mangé ton maïs. Tu as mangé ton maïs. Tu as fini de manger le maïs. Tu as mangé ton maïs. Dites-vous bien que le maïs là a été récolté derrière la maison. Le maïs là a été récolté derrière la maison qui était très sucré. Et on peut dire de manger seul. Tu manges, et puis tu nous regardes, tu manges, tu fais que manger. Il nous charme, il nous charme. Non, je ne vous charme pas. Il n'était pas seul, hein? S'il vous plaît. Tout à l'heure, le docteur a parlé des gestes qu'il fallait faire. Il demande de bien manger, de manger équilibré. Et j'allais me demander, je me pose la question si déjà dans nos milieux, nous mangeons équilibré. Et si nous ne mangeons pas équilibré, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir concrètement? Lors de nos séances de réunion, est-ce que nous mangeons bio? Est-ce que nous mangeons équilibré? Est-ce que nous mangeons local? Tel que la recommandation. Il faut boire le tout la botte à Didon. Ça, c'était ma question. Et par rapport à tout ce que nous disons pour lutter contre le stress, je crois que nous devons commencer à mettre ça en pratique lors de nos séances de réunion. Parce que tel que je vois, tel que ça se passe,
chez les hommes, par exemple, il me semble que on n'est pas très positif. De plus en plus, les gens parlent de frustration. Je crois que si on doit appeler ce mot-là tout le temps, c'est une source de stress aussi pour moi. Je pense qu'il faut vraiment mettre en pratique déjà. Nous avons tous dépassé 40 ans. Il ne faut pas seulement réciter ou dire ce qu'il faut faire, il faut commencer à mettre en pratique. Cela me semble important et je voudrais qu'au sortir de ce thème, que ce soit une recommandation qu'on doit formuler, soit au bureau, soit à l'Assemblée générale, pour que même les prescriptions soient faites à ceux qui vont nous recevoir à l'avenir dans la recette à nous apprêter. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole au docteur pour qu'il puisse conclure. Bon, merci. Alexis, tu as bien, je suis dérangé là. Bon, pour conclure, en fait, je veux dire que l'équilibre dynamique qui régit notre vie dépend en grande partie de nous. Nous avons évoqué l'alimentation équilibrée, on a évoqué l'activité physique, on a évoqué le sommeil. Ça, c'est à notre portée. Les autres, le stress, même tout ça, c'est à notre portée aussi. On a parlé de la pensée positive. Si on y pense, c'est qu'on a tout à notre portée. Et donc, à nous de faire tout pour que l'équilibre soit maintenu. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'invite tout le monde à activer sa caméra et nous pouvons faire un standing ovation à Dr. Pokam. Vraiment, félicitations, docteur. Merci de nous avoir accompagnés sur ce thème-là. Demain est un autre jour. Donc, oh, laisse ton gars. Demain, laisse ton gars. Les gens applaudissent, hein. Les gens regardent tellement, ils n'applaudissent pas. Ils ont désactivé la caméra. Vous avez le droit d'activer tous vos micros, activer vos caméras, et on applaudit Dr. Pokam. Évidemment, avec sa voisine, hein. Nous nous retrouvons à 19h30. Merci, docteur. Merci, docteur. Nous nous retrouvons demain à 19h30 et on débattra du sujet comment accompagner efficacement son enfant dans sa réussite et son épanouissement social. Ce sera mené conjointement par le professeur, j'aime à dire le proviseur Camden François, Serge Simon et Alex. Donc, à demain. Cette édition a été enregistrée. Vous allez recevoir les vidéos. Nous allons aussi partager la présentation. Bonne nuit, bon repos. Oh, merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Bonsoir, Josiane. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Okay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bonsoir, Hermine. Le temps est arrivé où